de Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tiens, ici, pour les prochaines vacances, on voyageait intelligent. Bah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, voyager intelligent? Eh bien, c'est un petit peu la question que nous nous sommes posée. Et vous allez voir, il y a plusieurs possibilités de voyager utile en se cultivant de voyager intelligent. Bon. Nous sommes en compagnie d'Éric Mangin. Bonjour. Bonjour. Fondateur et CEO de You2Guide, plateforme collaborative et solidaire dédiée au voyage qui a été créée en 2014. C'est ça. Cécile Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'ADEV, agence de développement de la visite d'entreprise qui référencie à peu près 2000 entreprises ouvertes à la visite au public dans toute la France. Lionel Rabia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Media Hub, spécialiste des croisières à thème, fondé en 2012. Allez, on va commencer avec vous, Éric Mangin, sur You2Guide, cette plateforme collaborative et solidaire dédiée au voyage. L'idée, c'est vraiment de s'engager lorsqu'on voyage et de se dire, non seulement on va voyager, mais en plus on va s'engager auprès des populations locales, on va échanger plus directement, c'est ça l'idée? C'est ça. Alors l'idée, c'est pas de s'engager dans une mission humanitaire, mais c'est à un moment donné de faire un choix éthique et de se dire, je vais en vacances, j'en ai pas beaucoup dans l'année, je vais juste prendre du plaisir à voyager et pendant ce temps-là, je vais le faire par You2Guide, je vais trouver des activités touristiques intéressantes et parfois alternatives. Et à ce moment-là de l'histoire, je pars en vacances et je prends du plaisir. Et nous, derrière, on va réaffecter 50% des profits de la transaction et 1% de la transaction à des actions culturelles, environnementales et humanitaires dans les pays visités. Donc en quelque sorte, on réincarne en fait l'idée que quand vous allez quelque part, quand vous allez chez des amis ou a fortiori quand vous êtes invité chez des amis, vous n'arrivez pas les mains vides et vous apportez un cadeau. Alors nous, c'est un cadeau plutôt philanthropique et nous, on s'occupe de tout ça. D'accord, donc vous êtes aussi agence de voyage, vous proposez aussi des activités touristiques, des séjours, des destinations? C'est ça, c'est un projet, une plateforme collaborative, participative. Donc vous avez des guides, des gens passionnés, des journalistes, des archéologues, des instructeurs de plongée, de parapente qui listent partout dans le monde des activités dans plus de 60 pays aujourd'hui, c'est ce que couvre You2Guide. Et vous, de manière tout à fait participative, vous rentrez en contact avec ces guides et vous pouvez réserver comme aussi simplement que vos billets d'avion et vos hôtels, ces activités et voilà. Et donc nous on n'a rien d'autre à faire que de passer par vous et c'est vous à ce moment-là qui retransmettez ce que vous disiez tout à l'heure, qui retransférez une partie de la transaction à des associations. Comment vous les choisissez, ces associations? Alors, ces associations, les fondateurs du You2Guide, nous sommes des activistes humanitaires environnementalistes depuis une quinzaine d'années. Vous étiez sur le terrain? Oui, au Cambodge, beaucoup, en Afrique également. Et donc effectivement, nous choisissons selon des critères, en fait, des appels d'offres et puis avec des partenariats, en fait, des ONG que nous considérons pertinentes sur le terrain, qu'elles soient petites ou grandes. Nous avons des très gros partenaires comme Action contre la faim aux États-Unis, The Surfrider Foundation, Instituto Terra au Brésil, et aussi des plus petites comme Amica au Cambodge ou Taramana également au Cambodge. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner en fonction de la pertinence de leurs projets les meilleurs projets et on va pouvoir les financer et leur donner de la visibilité. Parce qu'en même temps, les voyageurs vont pouvoir, en sélectionnant leurs activités, voir apparaître des projets dont ils ne soupçonnaient peut-être pas l'existence au moment où ils partent en vacances. Donc en plus de pouvoir partir en vacances, avoir du fun, ils vont simplement participer à un développement local et qu'on imagine durable, et en plus se renseigner sur ce que proposent en général ces ONG. Donc très concrètement, je prends un stage, prenons cet exemple-là, un stage de plongée à Bali. Oui, pourquoi pas. À Bali, voilà. S'il se passe quelque chose là, Bali pour plonger. S'il se passe quelque chose là-bas, si vous êtes en collaboration, en partenariat avec une association là-bas, est-ce que je peux greffer à mon séjour une visite auprès de responsables d'associations justement pour voir ce qu'ils font? Est-ce que ça c'est possible? Alors les ONG sont libres de lister des activités et de visiter, en fait, de faire visiter. Mais par exemple, on imagine par exemple un orphelinat. On va pas forcément ouvrir ses portes parce que évidemment. Voilà. Donc ça dépend en fait des ONG, ça dépend de leur bon vouloir. Effectivement, il y a pas mal d'ONG et d'associations qui sont intéressées pour faire venir. Je pense par exemple à une petite ONG au Cambodge qui propose en fait des cours de cuisine avec des femmes qui ont été reformées en fait par rapport à la pâtisserie. Donc c'est possible, mais ça dépend, c'est au bon vouloir des ONG et des associations.
En tout cas, on imagine bien que là, l'idée, c'est de ne pas être passif. En tout cas, finalement, voyager intelligent, c'est aussi peut-être ne pas être passif, être actif de son voyage et être utile. Alors, on reviendra tout à l'heure sur l'évolution de U2Guide, puisque vous lancez une opération d'équité crowdfunding. C'est ça. Éric Mangin, mais on va continuer notre petite tour de table. Cécile Pierre, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en Cambodge pour voyager intelligent. On peut se tourner vers la France. Et alors là, un chiffre assez étonnant. 13 millions de visiteurs, c'est des chiffres assez anciens, c'est un chiffre 2014, en France sont passés par des usines, des entreprises, des PME, des ateliers d'artisans pendant leurs vacances. C'est le tourisme d'entreprise se développe et s'accroît de manière assez étonnante en France. Oui, oui. Alors, on peut retrouver l'ensemble de ces entreprises sur le site entreprises-et-découvertes.fr. Et donc, on a en effet 2000 entreprises qui accueillent 13 millions de visiteurs chaque année. Et ce sont des visiteurs qui sont à la recherche à la fois de quelque chose de culturel, parce qu'on est dans une démarche de comprendre comment on fabrique un savon, comment on fabrique une voiture, un avion, etc. Et à la fois, on est dans une démarche de ce dont vous parliez, sur quelque chose de participatif. C'est-à-dire que l'idée d'aller dans une entreprise, c'est aussi participer à une expérience exceptionnelle, parce qu'on n'est pas dans un musée, donc on n'est pas dans un espace qui est dédié aux touristes, on est dans un espace de production qui accueille du public. Donc c'est un petit peu différent. Donc c'est toujours, on est dans ce qu'on appelle le tourisme expérientiel, quelque chose qui est un peu exotique, qui est un peu étonnant, quoi. Et en même temps, je sais que quand on en parle à certains, ils disent mais ça va pas, mais durant mes vacances, mais hors de question que j'aille voir des gens travailler. Et en même temps, c'est assez plaisant, justement, parce qu'on ne travaille pas peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je vais dire, une certaine gourmandise au sens large du terme, parce que ce qui marche quand même, c'est l'agroalimentaire d'abord. Bien sûr. Oui, l'agroalimentaire présente 55% de ces entreprises, donc c'est évidemment une marge très importante. Bien sûr, l'idée de goûter, de voir comment on produit, etc., c'est l'idée de gourmandise et de sensoriel est très importante dans ces démarches. Et plus que ça encore, l'idée c'est de la découverte des coulisses. Quand on pense à l'agroalimentaire, c'est pas seulement par gourmandise, c'est aussi pour vérifier ce qui se passe derrière, vérifier qu'est-ce que ça veut dire, la traçabilité des produits, le développement durable, où se fournissent les entreprises. Enfin, il y a toute une démarche qui est une démarche quasi citoyenne, qui est de vérification in situ, qui est très importante de la part de ces... Et c'est vrai qu'en plus, avec tous les discours sur le Made in France, j'imagine que ça accroît les curiosités aussi. Il y a un intérêt aussi pour les entreprises, j'imagine, même si ça coûte cher, il faut aménager un petit peu les choses, j'imagine, il faut rester ouvert pendant l'été, si on n'est pas... Enfin, j'imagine que ça a un coût, mais ça a des retombées importantes aussi. Oui. Alors, pour les entreprises, l'enjeu se situe sur deux plans. D'abord, c'est un enjeu très fort en termes de communication. On est vraiment dans une forme de communication qui marche très fort, qui est la communication directe, sans intermédiaire, et dans une idée de, on parle en direct aux entreprises, aux consommateurs et aux citoyens, on leur démontre sur place ce qu'on leur dit, dans le cadre des publicités. On est vraiment dans un contact direct qui est très probant. Donc l'enjeu en termes de communication. Et deuxième enjeu très fort, la vente. On est dans un système où on a un consommateur qui a très envie d'acheter au terme de la visite, et donc plus de 90% de ces entreprises ont un point de vente au terme de la visite. Et on sait que le prix d'achat moyen du panier est 2,5 fois plus important quand on a fait une visite. Donc il y a une dimension de fidélité, une dimension affective, une dimension d'acheter un produit pour rapporter, qui fait qu'évidemment, en termes d'achat, en termes de vente, alors c'est un peu plus difficile sur les grands sites industriels, évidemment, que ce sont l'automobile ou l'aviation, mais effectivement. Et est-ce que vous avez une idée du genre de profil? Quels sont ces visiteurs? Quels sont ces vacanciers, ces touristes qui entrent comme ça, qui sont curieux de ça? Alors, c'est ça qui est intéressant sur le tourisme industriel, c'est pas qu'on n'a pas un profil type en fait de visiteurs. Tous les types de visiteurs vont dans les usines, parce que contrairement au musée qui s'adresse plutôt à une marge plutôt élitiste, CSP+, etc., sur l'entreprise, en fait, ça intéresse les jeunes parce qu'on est dans un univers vivant, ça intéresse les seniors beaucoup sur une dimension un peu nostalgique, mais ça intéresse aussi les salariés qui comparent ce monde du travail à leur monde du travail. Donc on est sur un type de visiteur assez éclectique en fait.
qui un peu toutes catégories confondues s'intéresse à la visite d'entreprise et va cibler l'entreprise qui l'intéresse. Je vous dis, parce que tous les secteurs d'activité sont représentés en France. Donc effectivement, c'est une manière de se cultiver aussi, on va directement à la source. Ou alors, on peut aller écouter la bonne parole, si j'ose dire, en tout cas de ceux qui savent. C'est un petit peu ça ce que vous proposez, Lionel Rabier, avec Media Hub, ces croisières à thème que vous avez lancées en partenariat avec des médias. C'est-à-dire, on part sur un gros bateau de croisière, 650 personnes souvent, hein, avec beaucoup de monde. On part sur toutes sortes de bateaux. En fait, Media Hub est un très jeune tour opérateur, hein, puisque la société a été créée il y a 3 ans, et qui propose en fait des croisières intelligentes. Alors autour d'un thème, que ce soit l'histoire, la science, le bien-être ou même d'autres choses, ou autour d'une destination. Et donc, ce qu'on propose à nos clients, en fait, c'est un beau voyage. Alors, sur un petit bateau, sur un moyen bateau, sur un gros bateau. Rarement sur les énormes bateaux, à vrai dire, mais aussi sur des bateaux d'expédition. Sur toutes sortes de bateaux. Et à ce voyage, j'ai envie de dire, confortable, agréable, on ajoute un contenu. Donc, ce contenu, c'est des conférences autour de la destination, autour du thème, autour de l'histoire, autour de la science en fonction des thématiques. Ça peut être aussi des ateliers en petits groupes, ça peut être aussi des observations du ciel, par exemple, quand on est sur un bateau de croisière selon la thématique, ou récemment on avait par exemple une croisière en Patagonie avec un glaciologue qui nous présentait les glaciers que l'on voyait depuis le pont. Voilà, c'est notre concept, c'est d'apporter cette intelligence, ce contenu, qui va permettre en fait à nos vacanciers d'en profiter plus. Et le plus, c'est que ce sont des personnalités à chaque fois. Effectivement, il y a plein de chercheurs, de scientifiques, mais vous prenez les plus réputés en général. Il y a ce côté name dropping un petit peu. J'ai envie de dire qu'on choisit des conférenciers qui ont d'abord la passion de leur thématique et de leur thème, et qui vont aimer échanger avec nos passagers. Alors c'est vrai qu'on fait souvent appel à des personnalités reconnues comme Stéphane Bern, Franck Ferrand, notamment Hubert Reeves, Luc Ferry ou d'autres. Mais c'est des gens qui, au-delà de leur expertise, aiment échanger avec les gens, aiment partager. Et c'est ça aussi le concept de la croisière à thème, c'est que c'est pas uniquement une conférence à laquelle on assiste, c'est aussi des moments de convivialité, d'échange avec les personnalités. Et c'est ça, tiens, l'échange, on n'en a pas encore parlé, mais c'est peut-être aussi l'un des mots qui vous regroupe tous les trois dans vos expériences différentes. L'échange, on sent que effectivement à un moment donné, on n'a rien sans rien. Ce que vous disiez tout à l'heure, quand on est invité, eh bien on donne en échange. Et là, on échange le savoir, on échange avec les responsables des usines. Alors il y a une très belle croisière, il y en a beaucoup par an que vous organisez. Mais là, une spéciale pour ceux qui aiment, Napoléon en juin prochain, parce que là, effectivement, on fait les sites de Napoléon, on est sur la route de Napoléon, et en plus, on a les plus grands connaisseurs de Napoléon. Mais juste pour rebondir là sur l'échange, c'est vrai que il y a à la fois l'échange avec les conférenciers, mais il y a aussi l'échange entre les passagers. Je pense que c'est aussi quelque chose qui nous rassemble. Le fait de partir sur une croisière à thème, c'est l'assurance de partir avec des gens qui partagent la même passion. Alors c'est aussi le cas évidemment sur notre croisière centrée autour de Napoléon, où nous avons les plus grands historiens qui seront présents, et le passager qui s'inscrit, il va non seulement profiter d'un programme qui lui plaît, mais aussi il va échanger. Et souvent, nos croisiéristes, nos clients, se font des amis pendant les croisières, puisque c'est une façon pour eux aussi de rencontrer des gens avec qui ils partagent la même passion. Ça, la même passion, c'est un petit peu ça l'idée aussi. Du coup, on est sur des tarifs plus chers que d'autres croisières, Lionel Rabier? Alors, on a tous les prix. C'est vrai que la qualité a un coût. D'une certaine façon, le marché de la croisière, il y a beaucoup de croisières qui sont vendues à des tarifs défiant toute concurrence sur Internet. Nous, on n'est pas du tout sur le même type de produit, mais évidemment, dans nos produits, il y a bien entendu tout le programme de conférences, mais aussi les boissons, enfin plein de choses. En termes de prix, ça va de 1 000 €, je dirais. On a une croisière, par exemple, avec Stéphane Bern, Hubert Reeves en octobre, dont le prix de départ est à 1 000 €. Bon, ça va jusqu'à 10 000 €. Par exemple, on nous propose une croisière au Groenland, mais qui est sur un brise-glace, donc où on va véritablement à la rencontre des pingouins, des ours blancs. Voilà, là effectivement, on est sur des tarifs beaucoup plus élevés. Mais en fonction de ce que l'on aime, on trouve toujours un voyage qui peut correspondre à son budget.
Eric Mangin, pour terminer, on en parlait tout à l'heure pour U2Guide, plateforme collaborative et solidaire dédiée au voyage. Justement, puisqu'on parle business, argent, petite opération d'equity crowdfunding, ça se passe où? Ça se passe sur 1000 Impact, donc qui est une plateforme participative, parce qu'on a souhaité qu'en fait des business angels, mais aussi des particuliers puissent rejoindre l'aventure, parce que bon, c'est un peu la chaîne des valeurs. Et pour l'instant, ça se passe bien. On essaie de lever 380 000 euros, et après quelques jours, on est déjà à 100 000 euros. Donc, ça commence à sentir bon. Et c'est pour faire quoi alors? Alors, pour continuer à grossir, pour pouvoir finalement développer les outils, pouvoir finalement créer en plus du site, l'améliorer, une application bien évidemment, mais permettre aussi d'avoir beaucoup plus de place et de visibilité pour les ONG, pour pouvoir en fait permettre aux gens, aux voyageurs, tout simplement là où ils vont, de pouvoir connaître les choses positives qui sont entreprises pour aider le pays visité. Que ce soit en France ou au Cambodge, du reste. Bien sûr, effectivement. Parfois, ça se passe à côté de chez soi. Exactement. Et puis, justement, dernière question, Cécile Pierre, donc directrice générale de l'Agence de développement de la visite d'entreprise. Si on regarde, ce sont vos chiffres, les entreprises les plus visitées en France. On a la verrerie de Bio, donc là, on est sur du magnifique artisanat français. EDF, les Cordeliers et Loulibo. Oui, c'est ça. Étonnant comme top 5. C'est assez représentatif. EDF, ça représente 60 sites qui ouvrent leurs portes au public en France. Ah oui, donc on est effectivement, EDF, il y a un vrai maillage sur tout le territoire. Et le reste, ça ressemble un peu, l'artisanat est un secteur très, très convoité par les visiteurs. La cosmétique aussi, parce qu'il n'est pas dans nos chiffres là, mais il appartient quand même. Fragonard aussi est un de nos champions, qui reçoit 1 million de visiteurs. Donc on a un vrai champion avec Fragonard. Donc, et l'agroalimentaire. Donc voilà, on retrouve un peu nos secteurs qui sont les secteur automobile, non? Secteur automobile aussi, très prisé, mais peu d'offres. Eh ben c'est ça, il va falloir faire quelque chose. Vous restez avec nous, on va en parler justement avec notre spécialiste automobile, Mathieu Sévin. Bonjour. Bonjour Karine. Alors pour voyager intelligent avec de nouvelles voitures, qu'est-ce qu'on prend? Vous savez, vous venez de prononcer un mot là qui est pas très compatible avec moi. En fait, il y en a deux. Il y a intelligence et automobile. Je vous laisse choisir lequel. Donc alors aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur Alpine. Vous savez, Renault a dévoilé la nouvelle Alpine. C'était la semaine dernière à Monaco. Renault a décidé de relancer cette marque par un modèle baptisé Vision. Alors, à part les rétroviseurs et les poignées de porte, le modèle de série qui sera commercialisé l'année prochaine se rapproche à 80% de ce concept car. Elle rappelle furieusement la mythique berlinette des années 70, tout en reprenant les codes quand même très proches des Porsche d'aujourd'hui. Mais Porsche, c'est pas tout à fait Renault, c'est un petit peu élevé, non? Oui et non. Vous savez, Renault a une ambition, se faire une place sur ce marché très rémunérateur des voitures de sport haut de gamme. Alors oui, la première voiture ressemble au mythique Alpine. Les prochaines modèles seront totalement différents. La prochaine voiture est annoncée pour 2018, ce sera un crossover. Et là aussi, ça rappelle quand même furieusement la gamme de Porsche. Et alors tout ça, ce sera made in France, donc on va peut-être pouvoir ouvrir les ateliers. Et tout à fait, toutes les Alpines seront fabriquées à Dieppe en Normandie, c'est l'usine historique d'Alpine. Ça sera un outil de conquête pour Renault. Alpine devra valoriser l'ensemble des marques du groupe Renault, c'est-à-dire Renault, mais aussi Dacia et Samsung Motors, principalement à l'international, et je pense au Moyen-Orient, à l'Asie, et pourquoi pas un jour en Amérique du Nord. Et alors la douloureuse, ça coûtera combien? Alors la douloureuse, vous savez aujourd'hui, vous voulez acheter une Alpine d'occasion, une berlinette, vous allez dans une salle des ventes, vous pouvez la décrocher aux alentours de 80 000 euros. Et à ce prix-là, il y a encore pas mal de réparations à faire. Alors la prochaine Vision sera commercialisée un peu en dessous des 80 000 euros. Merci beaucoup, Mathieu Sévin, à suivre donc cette nouvelle Alpine et on espère effectivement, pourquoi pas, que Renault ouvre ses portes, surtout quand comme ça on affiche du Made in France, c'est l'occasion jamais. En tout cas, merci beaucoup à vous. Cécile Pierre, directrice générale de l'ADEV, agence de développement de la visite d'entreprise. On rappelle le site pour préparer ces vacances. Entreprise et découverte.fr. Voilà, où sont répertoriées toutes ces entreprises qui ouvrent leurs portes. Lionel Rabier, merci beaucoup à vous, fondateur de Media Up, les croisières à thème. Là aussi sur le site, on retrouve, j'imagine, des croisières que vous proposez. Eric Mangin, merci beaucoup à vous, fondateur et CEO de U2Guide. U2Guide. Yes, sorry. Merci beaucoup à tous les trois pour nous avoir fait voyager un petit peu plus intelligent aujourd'hui et pour nous avoir offert de quoi préparer nos prochaines vacances.